sorti un livre qui s'appelle Cuba, l'Odyssée médicale. C'est le but de notre interview aujourd'hui. Alors ma première question sera, pourquoi il était important de traiter ce thème-là pour vous? C'était important pour un journaliste qui navigue depuis de nombreuses années dans la Caraïbe de prendre en compte ce sujet qui intéresse tout le monde, puisqu'il s'agit de la santé. Et surtout, ma curiosité s'est portée sur le fait que personne n'a jamais traité de ce sujet. Or, il se passe à Cuba des choses extraordinaires en matière de santé, tellement extraordinaires que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, s'est fendue d'un rapport pour dire, mais sur l'échelon de la santé mondiale, Cuba est aujourd'hui le leader. Et c'est vrai que notre enquête a démontré que Cuba est le leader dans de nombreux domaines qui intéressent nos compatriotes. Je vais prendre un seul exemple, parce qu'il est important, parce qu'il touche toute une communauté de la Caraïbe, qu'elle soit francophone, anglophone ou hispanophone. Je veux parler des problèmes de diabète, par exemple. Est-ce que vous savez que Cuba a le médicament, j'allais dire le médicament miracle, mais il l'est tellement, qui empêche les diabétiques d'être amputés. Vous savez, c'est la phase finale quand on peut plus rien faire. Eh bien, le sucre emporte tout et il faut amputer les gens. Le nombre d'amputés qu'il y a dans cette région est absolument considérable. D'ailleurs, le médecin qui préface ce livre et qui est une spécialiste de la nutrition, le rappelle. Elle dit, mais qu'est-ce qu'on attend pour importer justement ce médicament alors qu'il permettrait justement d'empêcher de nombreux malades de subir ce traumatisme qu'est l'amputation. Eh bien, j'ai mis à dessein, vous avez dû le lire dans ce livre, une question posée par un député français, le député Chassaigne, qui est toujours en activité dans cette législature, qui interroge Marisol Touraine, qui est ministre de la Santé à l'époque, et qui lui dit, voilà ce qui se passe à Cuba, qu'est-ce que vous attendez pour pouvoir faire importer ce médicament? La réponse de la ministre est absolument lamentable. Cela veut dire que l'on joue, que les grands laboratoires aidés par les gouvernants jouent aussi avec la santé de nos populations, et ceci est absolument inadmissible. Donc c'est tout cela que j'ai voulu aussi mettre en avant dans ce livre. Alors, tout au long de ce livre, vous expliquez que le système de santé lancé par Fidel Castro était d'abord dans un but humaniste et humanitaire, mais n'était pas devenu au fil des années une force politique, selon vous? Est-ce que c'est pas un étendard cubain pour Oui, mais d'ailleurs, vous avez remarqué que Cuba, très rapidement, a envoyé des médecins dans le monde entier. Et quel que soit d'ailleurs le régime politique, dès qu'il y avait une cause humanitaire à défendre, en Haïti, au Chili, qui est un des exemples justement, au Chili de Pinochet, il envoie justement lors d'une catastrophe un bataillon de médecins cubains. Donc il s'est servi de ça, et vous avez raison de le dire, à la fois comme une raison politique et, j'allais dire, pas simplement humanitaire, mais aussi diplomatique. Donc, il y a une diplomatie autour de l'Odyssée médicale cubaine qui se développe vers les pays africains. J'ai eu la chance, au moment où un bataillon intervenait, par exemple, en Guinée-Conakry, j'ai eu la chance d'être là lorsqu'ils ont lutté contre le Ebola. Le Ebola est éradiqué. Tout ça, on le doit à ces médecins cubains, etc. Et ce que je veux dire aussi, c'est que c'est pas une médecine au rabais qu'il y a à Cuba. L'école de médecine de la Havane n'est pas une école au rabais. On fait le même nombre d'études qu'en France ou qu'aux États-Unis. Et d'ailleurs, des citoyens américains viennent étudier la médecine là-bas, parce que pour eux c'est quelque chose, ils reçoivent un enseignement peut-être qu'ils ne recevraient pas dans leur propre pays.
Alors, on a vu que Cuba est en avance dans le domaine de la biotechnologie, du traitement du cancer et de l'ophtalmologie aussi. C'est un secteur très réputé. Comment expliquer que Cuba, qui est considéré comme un pays pauvre, a réussi là où, comme vous l'avez déjà amorcé tout à l'heure, là où des pays industrialisés ont encore du mal dans ces domaines, notamment dans la lutte pour le sida avec la transmission de l'enfant. Voilà par exemple, qu'ils ont réussi à stopper. Moi je dis qu'il faut, en toute chose, il faut une volonté politique. Et je crois que Fidel Castro, très tôt, a posé les bases politiques. Et ces bases politiques, elles sont importantes. Pourquoi? Parce qu'elles ont permis à tous les talents cubains, et pas seulement, parce qu'il y a aussi des étrangers qui sont venus travailler avec eux. Elle a permis à la recherche cubaine d'avancer, et c'est ça qui aujourd'hui est quelque chose qui nous manque peut-être même dans nos sociétés occidentales, où on voit d'année en année que l'on rogne sur les budgets de la recherche. Or, la recherche, c'est quelque chose d'important dans un pays. La preuve, vous avez cité l'ophtalmologie, vous avez cité, vous avez pas parlé encore du blanchiment de la peau, le fameux vitiligo. Enfin, tous ces domaines nouveaux où on investit, où on continue. Alors bien sûr, c'est sûr que la géopolitique mondiale aujourd'hui va essayer de rogner un petit peu sur ces choses. Je pense par exemple à ce qui se passe aux relations nouvelles qu'il y a entre les États-Unis et Cuba. Obama avait relancé quelque chose d'important. S'était même félicité de ses progrès médicaux, etc. Qu'est-ce qui va se passer avec ce nouveau président américain qui aujourd'hui essaie de taper un petit peu sur tout le monde et tout, à partir du moment où ça ne lui plaît pas, on ne sait pas. Mais cette révolution-là, cette révolution médicale-là, je crois que nous devons tous être derrière, et singulièrement nous tous les Caribéens, parce que c'est quelque chose, c'est une partie de notre histoire, c'est une partie de l'histoire de ce que j'appelle après d'autres la sixième Méditerranée. Voilà. Alors, très bien que vous parlez de la Caraïbe, et plus particulièrement on va avancer sur la question de la Martinique et le traitement justement pour le pied diabétique, justement que la Martinique lorgnait, enfin regardez un peu les avancées de Cuba sur ce sujet. Où en est-on aujourd'hui? Eh bien, je sais qu'il y a comment dirais-je, il y a eu de nouveaux élus, des gens, des générations beaucoup plus jeunes qui s'intéressent à ce sujet et qui ont commencé eux aussi à interpeller le gouvernement. Il y a aussi des changements dans la géopolitique. Je veux dire par là que des assemblées comme les nôtres, comme la région Guadeloupe, Martinique ou Guyane, peuvent avoir aujourd'hui des relations avec les gens de la Caraïbe. Mais c'est à eux justement d'appuyer cette diplomatie régionale pour faire en sorte que tous ces progrès cubains ne restent pas égoïstement pour les Cubains, parce que ils ne veulent pas rester égoïstes. Ils ne demandent justement qu'à étendre leur influence. Il faut que on signe des accords entre les hôpitaux, entre les corps médicaux, et que les élus locaux veillent, parce qu'ils vont eux-mêmes mettre ça en avant, qu'ils feront entendre raison au gouvernement français en disant mais voilà, nous faisons ça, mais c'est pour le bien de tous. Et c'est en ce sens que cette médecine médicale cubaine est quelque chose d'important pour l'avenir.
Alors, on sait que Cuba forme des médecins haïtiens, africains. Est-ce qu'on sait la part, par exemple, des médecins antillais, les franco-antillais? Alors, je n'ai pas eu connaissance de la présence de médecins antillais, mais par contre, il y a beaucoup d'Américains et de Sud-Américains qui viennent étudier la médecine à Cuba. Donc, il y a déjà une zone d'influence qui se fait. Mais pourquoi pas demain nos jeunes qui viendraient s'installer? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas une médecine au rabais. C'est véritablement de la médecine en pointe, de la médecine de très haut niveau qui se développe là-bas. Et puis, si vous n'êtes pas médecin, ben vous allez être un bon infirmier, vous allez être un bon aide-soignant, etc. On forme tout ce qu'il faut pour justement employer des gens dans ce domaine médical. C'est en ce sens que Cuba est arrivé, arrive leader aujourd'hui. Alors ça peut paraître étonnant, comment un pays qui est resté enfermé pendant 50 ans, sans contact avec officiel en tout cas, avec l'étranger, arrive à faire cela. C'est une belle leçon pour nous. Il y a derrière tout cela une volonté politique et c'est ça qui doit aujourd'hui guider nos pas. Alors Cuba, ce système de santé est performant, mais il est aussi menacé, comme vous l'expliquez dans votre livre, par l'embargo qui n'a pas encore été total. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'on peut attendre? On peut attendre, on espère tous que cet embargo criminel soit levé. Enfin, depuis que je suis né, j'entends parler de cet embargo. Le problème de l'embargo cubain, c'est comme le problème des Palestiniens. Il y a 2, peut-être même 3 générations maintenant qui n'entendent parler que de cela. Donc, je crois qu'il faut arrêter ça. Alors, on a vu que en matière médicale, Cuba est aujourd'hui sur tous les domaines. Est-ce qu'elle n'arrive pas face à un mur, vu qu'elle a tout exploré? Est-ce qu'il reste encore des domaines où elle n'est pas encore leader? Je suis pas médecin, je suis pas devin, mais j'imagine que les chercheurs, de semaine en semaine, de jour en jour, de mois en mois, trouvent de nouvelles pistes à ouvrir avec les biotechnologies et tout le reste. Et moi, je pense que le système, même s'il est menacé par l'embargo, etc., et par des politiciens qui n'ont rien compris au problème, moi, je pense que elle n'a pas fini de nous étonner. Sa médecine cubaine n'a pas fini de nous étonner. Alors, ma dernière question, Raúl Castro, qui avait déjà avancé dans le domaine de la santé, il parlait d'une rationalisation, parce qu'il y a beaucoup de médecins, a annoncé qu'il quittera le pouvoir au printemps. Quel sera l'avenir de cette médecine avec, est-ce que c'est une politique bien ancrée dans le pays et qui ne changera pas malgré l'arrivée d'une nouvelle tête au pouvoir, ou est-ce qu'on peut s'attendre à des changements? Parce que c'est une politique. Non, je ne pense pas qu'il y aura de changements en la matière. Je crois que c'est quelque chose qui est bien ancré dans le pays. De toute façon, Raoul s'en va, certes, mais Raoul et Fidel seront toujours là. D'ailleurs, celui qui est pressenti pour remplacer Raoul, c'est un fidéliste de la première heure, même s'il est il est beaucoup plus jeune mais ils vont continuer dans dans la révolution sera toujours présente, y compris justement dans ce domaine qui est un domaine qui est considéré comme prioritaire, même si aujourd'hui l'évolution du monde, l'évolution des choses fait que il faut, comme l'a dit Raoul lui-même, il faut rationaliser un peu les choses, mais je pense que non, au contraire.
on va continuer à avancer aussi dans ce domaine, comme dans le domaine de l'éducation ou dans des domaines qui sont des domaines prioritaires. Regardez, j'aurais pu faire quelque chose aussi sur l'éducation, où il se trouve des choses absolument formidables. Regardez ce pays où tout le monde sait lire, souvent tout le monde sait écrire, où l'illettrisme, c'est un mot qu'on a rayé du vocabulaire. Non, moi j'ai beaucoup de respect pour tout cela. Merci monsieur Clément d'avoir répondu à nos questions.